C'était juste pour vous dire que je voulais remercier effectivement Patrick Railloux d'être ici aujourd'hui parce que ça fait plusieurs fois qu'on a eu l'occasion de l'inviter ici et que jusque-là, il a toujours refusé. C'est une version des choses. Il a fait un travail de recherche sur le micro-lycée, je le dis parce qu'il y a des micro-lycéens dans la salle, mais il a choisi Vitry exprès pour pas venir à la Courneuve à l'époque, ce qui lui a donné l'occasion de faire la préface d'un livre sur les micro-lycées, intitulé, j'aime bien ce titre, Petite structure, grands espoirs. Il a fait un travail de recherche avec un LEA, donc les lieux d'éducation associés à Lyon, mais au lieu d'accepter le nôtre, il en a fait un dans l'Académie de Versailles à Grigny. Madame Amgar l'avait contacté, il a fait exprès. On a sollicité Paris 8, le laboratoire ESCOL, pour pouvoir l'inviter sur toute la question des inégalités, des malentendus. C'est Elisabeth Bautier qui est venue parce qu'il a refusé de venir. C'était en 2018. Et donc, il a fallu qu'on se croise dans un lieu où il ne pouvait pas échapper à l'invitation. L'année dernière, pendant 4 jours, on a participé à un séminaire. Donc là, il était piégé. Donc, 1 an plus tard, ou presque, on a la chance donc, de le recevoir. Je n'en dirai pas plus. Je pense que le propos sur l'autonomie se suffira lui-même. Je ne vais pas introduire ça, mais je voulais vraiment dire que ça fait longtemps qu'on attendait ce moment. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, ça, c'était l'histoire officielle. Hein. On pourrait la reconstruire autrement. Votre chance, c'est que depuis toutes ces années, vous aviez échappé à ma conférence et que là, maintenant, vous êtes captif à votre tour. Donc, alors, j'ai bien conscience que c'est l'heure la pire, celle dont on ne veut pas dans son emploi du temps, la dernière du vendredi, dans une semaine, mais voilà, tant pis pour vous. Et blague à part, voilà, j'ai grand plaisir à être avec vous. On dit que je suis professeur, oui, ça a dû être vrai, mais je suis à la retraite, hein, donc alors, ça s'appelle émérite, mais c'est juste, ça veut dire que je suis à la retraite. Je fais partie des gens qui ont réussi à l'avoir. Je ne sais pas si ça arrivera à tout le monde ici. Et donc, j'ai dû un peu plus de temps qu'à l'époque à laquelle Nathalie faisait allusion, qui a dû sans doute expliquer le fait que nous soyons un peu croisés. Et voilà, j'ai accepté avec très grand plaisir cette invitation parce que j'ai aussi plus de disponibilité aujourd'hui. Voilà. C'est un peu le mea culpa et la tentative d'avoir la bienveillance du jury. Donc, je vais essayer de vous raconter des choses sur autonomie et travail personnel des élèves. Si dans le flot de mes paroles, il y a des éléments qui vous paraissent incompréhensibles, obscurs, etc., vous pouvez tout à fait intervenir. Je vais néanmoins essayer de tenir les 45 minutes maximum nécessaires à ce que je crois pouvoir vous dire aujourd'hui sur le thème. Voilà. Le laboratoire ESCOL dont a parlé Nathalie, vous savez, les chercheurs sont organisés en laboratoire, hein, ils ne sont pas forcément dans leur tour d'ivoire, comme on le croit parfois. Ils travaillent en collectif, c'est un métier très collectif, contrairement à ce qu'on peut imaginer aussi. Et la moindre publication qu'ils font, quel que soit leur âge, est soumise à des expertises en double aveugle, etc. C'est absolument impitoyable. Donc voilà, on a besoin de ces collègues en général, voilà, qu'on peut ne pas aimer, mais on a vraiment besoin d'eux, sinon on n'existe pas. Bon, c'est une problématique assez connue. Mais tout ça pour dire que quand je vais dire nous à certains moments, ce ne sera pas un nous de majesté, ce sera un nous de collectif, dire de gens qui dans ce laboratoire-là s'intéressent aux inégalités d'apprentissage en général, avec l'idée que, très globale, certes, comme nous ont appris les grands sociologues des années 70, Bourdieu, Passeron, Baudelot, Establet, un certain nombre d'autres, certes, l'école enregistre les inégalités qui existent dans la société, elle n'y est pas pour grand-chose, elle fait ce qu'elle peut avec ses petites mains. Néanmoins, nous voyons bien aussi, au fil des enquêtes internationales, que l'école française a tendance à rajouter des inégalités à celles dont elle hérite déjà. C'est pas plaisant à entendre, surtout quand on est prof ou qu'on l'a été, parce que voilà, on a les mains dans ce cambouis-là. À notre avis, c'est salutaire, et les gens qui ont créé le laboratoire ESCOL ont développé l'idée de rapport au savoir, parce que pour eux, il suffit pas d'exposer des élèves au savoir comme on les exposerait au soleil, hein, pour que la peau naturellement se colore ou pas. C'est que les élèves entendent ce qu'il leur est dit à travers des filtres qui ne sont pas neutres, qui viennent de tout un tas qui ont été construits dans les tas de circonstances. Donc d'où l'idée de rapport au savoir, elle est importante pour nous parce que c'est un des analyseurs des inégalités. C'est-à-dire qu'il peut ne pas y avoir de mise en correspondance immédiate entre
la façon dont les élèves voient le monde, qui leur a été largement portée par leur famille ou les milieux de vie qui sont les leurs, et les attentes de l'école qui sont des attentes assez particulières. Il n'y a que les enseignants dont je suis qui croient que tous les enfants sont des enfants d'enseignants. Ben non. La pédagogisation de ce qu'on appelle la pédagogisation de la vie quotidienne, dont je parlerai un petit peu dans la fin de mon exposé, est quelque chose qui existe dans nos milieux et qui ne va pas de soi pour beaucoup d'élèves, et évidemment, je pense, pour beaucoup d'élèves du type des élèves du Bourget. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour vous dire d'où je parle, comme on disait à l'époque, et vous allez avoir un plan en 3 parties, je ne sais pas faire autrement, je suis désolé, où j'avais commencé par évoquer des malentendus sur l'autonomie, qui à mon avis est une notion à la fois très utilisée mais assez confuse. Vous voyez, j'ai la prétention d'essayer d'éclairer de dissiper cette confusion. J'essaierai d'aborder la question de l'étayage pour l'autonomie, parce que le paradoxe de l'autonomie, c'est qu'il faut apprendre aux gens, aux élèves en particulier, à ne plus avoir besoin de vous un jour. Et comment on fait? C'est aussi toute la noblesse du métier d'enseignant. Comment faire en sorte que mes élèves n'aient plus besoin de moi, mais il y a tout un temps où ils en ont quand même besoin, et on ne peut pas attendre que l'autonomie leur vienne sur le mode d'une sorte de révélation. Et je consacrerai la dernière partie à ce que j'appelle apprendre à faire seul, c'est-à-dire ces moments particuliers dans lesquels les élèves, dans ce qu'on appelle les devoirs, très mal nommés à mon avis, mais j'y reviendrai, lorsque les élèves ont à faire des devoirs, ils se trouvent seuls. En tout cas, ils sont supposés être seuls, et ça pose des problèmes particuliers à la question de l'autonomie. L'autonomie est une question générale qui se pose à l'enseignement, mais je crois qu'elle se pose de manière renforcée dans ces moments où l'enseignant n'est plus là, et où les élèves sont seuls ou livrés à d'autres forces sociales, d'autres réseaux de relations qui peuvent interférer de manière plus ou moins bénéfique, intéressante avec leur propre travail. Alors, là ça commence mal parce que il y a 2 gros mots, il y en a même 3, qui sont lâchés en même temps. Nous, alors c'est le nous collectif dont je parlais tout à l'heure, nous parlons souvent, pour approcher les phénomènes scolaires, nous parlons de malentendus. Pensons qu'il y a des malentendus entre ce que l'institution et vous, comme ses porte-parole, mais il y a ici aussi des lycéens, donc comme utilisateurs du système, je dirais, des malentendus entre ce que l'école attend et ce que les usagers, élèves et aussi leurs familles, qui sont de plus en plus appelés à intervenir dans l'acte éducatif, puisqu'on parle de coéducation, entre ce que les uns et les autres comprennent de ce que l'école demande. Voilà. Nous, il nous semble qu'il est plus intéressant de parler en termes de malentendus que de dire aujourd'hui les parents se foutent de l'école et de leurs enfants, ou de dire du côté des parents, les enseignants ils pensent qu'à la CAMIF, si elle existe toujours, à la MANIF, et à leurs loisirs, etc. Et puis ils s'intéressent qu'aux meilleurs élèves, etc. On peut jouer ce jeu de dénonciation croisée pendant très longtemps, avec une totale stérilité bien évidemment, parce que je crois que dans la vraie vie et dans la réalité, il s'agit plutôt de malentendus que d'attitudes cyniques qui seraient celles d'un groupe d'acteurs ou de l'autre groupe d'acteurs. Donc, voilà pour malentendu. J'ai revenu à socio-scolaire. Pourquoi? Parce que ce qui trame ces malentendus, c'est le fait qu'il y a des logiques sociales qui ne sont pas forcément les logiques scolaires. Alors, tout bêtement, si vous demandez à quelqu'un quelle sortie du RER il faut prendre quand on arrive au Bourget pour se rendre au lycée Germaine-Tillon, vous supposez que les gens que vous allez interroger parlent français déjà, ce qui est pas évident, et qui peuvent avoir la réponse à la question. L'école est un endroit, mais beaucoup d'autres l'ont fait remarquer, dans lequel l'enseignant qui pose une question à un élève connaît la réponse et la pose à quelqu'un qui la connaît peut-être pas. Donc il y a un monde artificiel, mais artificiel n'est pas péjoratif aussi, qui fait qu'il y a des logiques scolaires, de travail collectif, de patience, d'attendre, de progressivement monter ses compétences, etc., qui appartient au monde scolaire et qui n'est pas forcément partagé par le reste de la société. Voilà. Si je dis je t'attends au carrefour, je suis dans une logique qui fait que pour moi, il y a un carrefour et je vais me poster là pour retrouver, alors c'est l'exemple qui te fait stupide, mais bon, j'ai pas trouvé mieux, pour expliquer que dans la vie quotidienne, il peut y avoir des tas de malentendus, et il peut y avoir celui-ci,
c'est que, voilà, d'autres logiques, c'est que je peux, de tout à fait bonne foi, penser que vous m'attendez aucune publicité, hein, bien évidemment, et même pas pour Afflelou qui se cache sous la galerie commerciale. Il peut y avoir un malentendu, un désaccordement. Chacun est dans sa logique, convaincu qu'il n'y en a qu'une, et les gens vont pas se rencontrer. Je dis, à l'école, ça peut être un peu comme ça. Parce qu'il y a des logiques qui se croisent, hein, et on a tort souvent de penser que les autres sont réfractaires à sa propre logique, qu'ils ne la comprennent pas, etc. C'est que tout simplement, ils peuvent de bonne foi l'ignorer. Nous plaidons pour la bonne foi, et il nous semble que c'est mieux pour dénouer les difficultés d'apprentissage qui sont celles de nombreux élèves. Voilà. Alors, l'autonomie est une notion qui est extrêmement répandue depuis quelques années, voire quelques dizaines d'années. Si vous lisez les textes de l'UNESCO, hein, qui essaie d'organiser la scolarité, enfin, en tout cas d'éclairer la scolarité à l'échelle mondiale, ou bien des textes de l'OCDE, hein, l'agence qui organise notamment les enquêtes PISA, l'autonomie est aujourd'hui prônée comme une valeur cardinale. J'aurais pu, mais il n'y a pas le temps, sortir des textes qui datent voilà, jusqu'au XIXe siècle, voire au début du XXe. L'autonomie n'est pas du tout une vertu que les élèves doivent cultiver, ils doivent au contraire obéir, réciter, se comporter comme il faut, etc., etc. On leur demande tout sauf d'être autonome, hein, c'est pas du tout une valeur. Alors, il ne s'agit pas de porter le discrédit sur ces époques, hein, c'était des époques réversières. La nôtre n'est pas celle-ci. Elle a promu l'autonomie, et comme on a du mal parfois à la réaliser à l'école, on voit que, j'en veux pas particulièrement à Céline Alvarez, mais que tout le monde a à peu près oublié, ça c'était déjà il y a 6, 7, 8 ans, hein, peut-être, qui développait l'idée que, oui, il faut développer l'autonomie des élèves. Je vois pas d'ailleurs comment on peut être contre ce beau projet. Et ce qu'elle dit qui me paraît intéressant, c'est des enfants autonomes à l'école et à la maison, ça change tout. Les enfants, le sous-titre, c'est une année pour tout changer et permettre à l'enfant de se révéler. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de potentiel inscrit dans les enfants qui va pouvoir éclore, pour peu qu'on crée les conditions. Ça, c'est un premier présupposé. Est-ce que l'autonomie, elle est interne ou est-ce qu'elle se construit? Il y a là vraiment un enjeu pédagogique tout à fait important. Et la deuxième croyance, à mon avis, c'est l'idée que l'autonomie qui prévaut à la maison est aussi celle qui prévaut à l'école. Et là, il ne faut pas être beaucoup sociologue pour se rendre compte que c'est pas pareil dans toutes les maisons et qu'on a des visées de l'autonomie qui peuvent être radicalement antagoniques avec celles que vous et moi, comme éducateurs, nous pouvons attendre de nos élèves. Voilà. Donc il y a l'illusion d'une continuité, d'une sorte de facilité. On pourrait faire des études de presse de l'époque. Hein. J'ai celle-là que j'aime. Voilà, et c'est celle que j'aime bien aussi et qui est sur le même présupposé, vous voyez, pour favoriser l'autonomie à l'école et à la maison. Alors c'est Allo Prof Parents, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je suis tombé là-dessus. Oui, c'est dans Santé Magazine. Hein. Et alors prenez des notes hein, pour ceux qui ont des enfants sont à l'étranger, ça peut vous être utile. Vous allez arriver ce soir et dire, regarde, tu peux faire seul ta routine du matin au soir, ranger tes jouets, tes livres, plier les serviettes, promener les animaux, balayer les balcons. Il y a là toutes sortes de tâches qui suppose en effet un type d'autonomie, se laver le corps et les cheveux avec supervision quand même, parce qu'il ne faudrait pas qu'il fasse n'importe quoi avec le shampoing. Il y a des manières de responsabiliser pour chaque tranche d'âge, 12 ans et plus. Après les ados, ça devient plus dur, c'est pourquoi je pense qu'ils n'insistent pas trop. Mais il y a l'idée que faire en sorte que les enfants, en même temps élèves, soient capables de réaliser des tâches seuls, est une façon de les préparer à l'autonomie scolaire et qui a, encore une fois, cette continuité supposée pour laquelle j'émets quelques réserves. Voilà, c'est un peu de pub au passage. Hein. C'est donc le bouquin dont il est question, où l'idée, c'est qu'il y a aujourd'hui des injonctions à l'autonomie. Nous sommes censés
rendre les élèves de plus en plus autonomes, et d'autant plus que ça va avec le passage aux compétences. Hein. Je ne vous fais pas un cours sur les compétences, mais qui imprègne aujourd'hui le logiciel éducatif, comme on dit, parce que ça n'était pas la même chose à l'époque où vous régurgitiez des savoirs, et à l'époque où les compétences, c'est cette manière d'être capable de contextualiser, décontextualiser, recontextualiser, être capable d'utiliser les savoirs acquis d'une autre manière, dans d'autres endroits, voire imaginer les savoirs qui n'ont pas été acquis à propos d'autres qui ont déjà été acquis. C'est-à-dire tout ce travail d'implication des élèves qui suppose en effet une autonomie, hein, selon son étymologie, être capable de se donner à soi-même ses règles. Hein. Alors, est-ce que c'est des règles ou est-ce que c'est ses règles? Là, on peut ergoter et il y a une vraie question. Donc, il y a ces injonctions. Quand on regarde les pratiques, on n'est pas très convaincu que ça marche comme ça. Voilà, ça, c'est le côté mauvais garçon ou mauvaise fille des sociologues. Et on peut penser aussi que ça fait partie de cet ajout d'inégalités, aux inégalités auxquelles je faisais référence en début. C'est en tout cas une hypothèse, on peut ne pas la partager, mais je vais essayer d'argumenter un peu. Alors, voilà, les fois où je ne suis pas venu avec vous pour le Léa, c'est parce que j'étais dans un autre Léa. Nous avons fait cette enquête. Le Léa, Grigny, c'est une ville de l'Académie de Versailles, hein, qui est dite parfois la ville. Alors, elles sont plusieurs à se disputer le titre. Hein, ville la plus pauvre de France. 46% de la population au-dessous du seuil de pauvreté. Voilà, c'est un univers qui est quand même pas évident, avec beaucoup de turnover des enseignants. Hein. Une des difficultés de notre Léa, c'est que d'une année sur l'autre, les enseignants qui étaient venus nous chercher pour faire la recherche avec eux n'étaient plus là, parce qu'ils avaient eu leur mutation au soleil avec d'autres élèves et on ne peut pas leur en vouloir, et qu'il a été difficile de réamorcer la pompe. Mais je ferme cette parenthèse. Ce sont les enseignants qui ont eu l'initiative de faire une enquête par questionnaire auprès de leurs élèves, parce qu'ils commençaient à en avoir assez que le lycée débouché de leur collège leur dise « mais comment faites-vous pour nous donner des élèves aussi peu autonomes ?» Voilà. Et vous savez comme moi qu'il y a une patate chaude de l'autonomie. L'université dit « mais enfin quand même, que sont ces bacheliers aussi peu autonomes que vous... » Et les profs de lycée se tournent vers ceux de collège, qui se tournent vers le primaire, qui se tournent vers le jardin d'enfants, qui se tournent vers les mamans, parce que quand même en définitive c'est elles qui sont responsables, pour dire « mais quand même, pourquoi sont-ils aussi peu autonomes ?» La question à poser, à mon avis, c'est à quel moment leur a-t-on appris à être autonome? Et là on rentre dans le dur et voilà, dans la patate chaude, on n'est pas dans le malentendu, on est vraiment dans l'idée qu'il y a un maillon du système qui, à un moment donné, n'a pas fonctionné comme il aurait dû. Donc, on interroge par questionnaire les élèves, de la 6e à la 3e. Alors, pour que ce soit vraiment bien, il aurait fallu travailler sur une cohorte, c'est-à-dire les interroger en 6e et puis les mêmes à la 3e. On n'a pas eu le luxe de le faire, mais c'est donc quelque chose de synchrone. Sur un nombre d'élèves assez significatif, hein, 143 plus 123, voilà, ceux de 6e et ceux de 3e, on a laissé les autres tranquilles. Avec 3 questions. Pour toi, qu'est-ce que l'autonomie? Alors, on se doutait bien que les élèves n'allaient pas nous livrer un concept de l'autonomie tel qu'Emmanuel Kant l'analyse dans les fondements à la métaphysique des mœurs ou je ne sais quoi. Mais on leur demandait surtout de donner un exemple à l'école et au collège, à la maison, pardon, et au collège. Je vous fais très rapidement un zoom sur le résultat, hein, parce que c'est un questionnaire assez riche, hein, et avec des résultats tout à fait exploitables. Je vous ai sélectionné ceci, et qui porte sur l'autonomie scolaire. Hein. Oui, car je ne fais pas n'importe quoi. Par exemple, je ne parle pas quand le prof parle, c'est bien évident. Alors, on ne dit pas que les élèves se comportent comme ça, hein. On dit que c'est ce qu'ils pensent qu'il faudrait faire pour être autonome. Bien évidemment, on n'est pas là pour les juger. Je ne parle pas quand le prof parle ou quand le prof part de la salle, je ne fais pas n'importe quoi. Oui, je ne cours pas dans les couloirs, je me range dès que ça sonne, dès que l'alarme retentit, j'attends que le professeur donne les consignes. Oui, je suis autonome, chaque heure on change de salle, je prends mon carnet et je regarde où on doit aller, quand il y a un professeur qui rentre dans la salle, je me lève. Oui, je suis autonome car j'écoute les profs et je me concentre sur mes travaux.
Par exemple, je suis autonome pour le cours de français, et Madame P. Je suis autonome avec Monsieur R et Miss S. On suppose que c'est la prof d'anglais. Alors, je me rends compte que je crois que j'ai oublié la deuxième partie, mais je vais vous la mimer. C'est que quand on regarde dans le monde du collège, ce qui est absolument récurrent, c'est que les élèves vous disent être autonome au collège, c'est être capable de faire seul. C'est faire ses devoirs seul quand on est à la maison. C'est ne surtout jamais rien demander à personne. Il y a là un malentendu de notre point de vue absolument fondamental, et je vais y revenir évidemment, qui est que pour nous, être autonome, et pour des raisons profondes, je dirais anthropologiques, être autonome, c'est être capable de savoir de quoi on a besoin pour faire une tâche, et être capable de savoir demander à qui on va pouvoir recourir pour faire ce qu'on a à faire. Ce n'est surtout pas la solitude. Je regrette d'avoir zappé la diapo, mais dans laquelle l'idée d'être seul revient de façon absolument permanente. Alors pourquoi ? Notre hypothèse, c'est que ces élèves-là sont des élèves qui sont souvent dans ce qu'on appelle parfois des stratégies de survie, dans leur famille, dans leur milieu social, s'occupent des plus jeunes qu'eux, remplacent les parents quand ils sont pas là, qui travaillent la nuit ou que le papa est parti depuis longtemps, etc., etc., etc. Et pour eux, cette autonomie qui consiste à savoir faire ses lacets, trouver le bureau du ou de la CPE, faire réchauffer le repas du soir, c'est exactement la même chose sur le plan intellectuel. Ils font du copier-coller, hein, parce que ce qui leur réussit dans la vraie vie, je dirais, doit aussi leur réussir à l'école. Alors il y a d'autres éléments qu'on va voir un peu plus tard, mais je pense que là, il y a quelque chose qui nous explique le malentendu, et j'utilise pour cela les trois définitions que donne Philippe Forêt. Il dit, j'appelle la première autonomie fonctionnelle. C'est cette autonomie-là sur laquelle sont les élèves de Grigny et beaucoup d'autres élèves qui leur ressemblent. Hein, en entendant par là la capacité d'agir par soi-même, au sens d'agencer des moyens, de mettre en œuvre des savoirs et des savoir-faire pour faire face aux contraintes de la vie sociale et répondre à ses attentes. C'est la capacité de se déplacer, de prendre soin de soi, de pouvoir à ses propres besoins, d'effectuer des démarches. C'est ce qu'on a le plus souvent à l'esprit quand on parle de l'autonomie des personnes âgées, voilà, des personnes en situation de handicap. Voilà. Je paie fort cher tous les mois une assurance autonomie pour le jour où je pourrais plus faire les 3 gestes, je sais plus combien, et ne pas embêter mes descendants. On est vraiment là dans l'autonomie fonctionnelle. Hein. Cette autonomie fonctionnelle, elle vient de l'intérieur, si vous voulez. Elle est stockée dans la personne, et à un moment donné, elle va se vider comme l'ordinateur, hein, dont l'autonomie est de 2 heures, 3 heures, 4 heures, selon la marque que vous avez achetée. C'est un des sens de l'autonomie. Ça n'est pas le seul. Et sa caractéristique, c'est qu'il se réfère à l'intériorité de l'objet ou de la personne. Alors, il y a une autre forme d'intériorité sur laquelle je ne m'attarderai pas beaucoup parce qu'elle n'est pas évoquée par les élèves, c'est l'autonomie morale, capacité à choisir par soi-même. Oui, c'est un thème qui a beaucoup été développé par la philosophie morale, hein, je parlais de Kant tout à l'heure, mais c'est l'idée que se comporter moralement, c'est lorsque vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes contraint pour tout un tas de raisons de faire un acte délictueux. Si vous êtes moral, vous ne le faites pas. Voilà, vous mourrez de faim, vous êtes devant l'étalage du boulanger, non, vous devez rester moral, parce qu'il y a une force à l'intérieur de vous. Alors je ne rentre pas dans les débats philosophiques qu'a suscité ce type de morale, critiqué par les pragmatistes, etc. Mais bon, bref, mais en tout cas c'est une exception qui veut que le sujet moral, à un moment donné, échappe hein, à la série de causes externes qui pourraient l'incliner à faire ceci plutôt que cela. Donc nous sommes toujours dans l'intériorité, hein, intériorité fonctionnelle d'un côté, intériorité morale de l'autre. La troisième forme, et c'est celle-ci qui nous intéresse, et qui, de mon point de vue, n'est pas souvent prise en compte, alors même qu'on la promeut, elle vaut dans le domaine de la réflexion et de la connaissance. Je reprendrai à son sujet l'expression d'autonomie intellectuelle, qui, comme l'autonomie morale, garde le souvenir du siècle des Lumières d'où elle est issue, en entendant par là la capacité de penser par soi-même. Dans l'éducation, l'autonomie intellectuelle répond d'abord à la nécessité de se débrouiller avec la culture écrite, il y a quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Hein. Savoir lire et écrire est une condition nécessaire de l'adaptation aux sociétés contemporaines. Ensuite, les connaissances que nous avons des traditions et des œuvres de l'esprit humain nous aident à nous situer dans le monde et à enrichir notre vie.
l'école, comme ont pu le faire remarquer de manière insistante des sociologues comme Bernard Lahire, est un lieu de forte scripturalisation, qui est une culture fortement écrite. Est-ce que l'IA va changer ça et qu'on va être obligé de recourir à l'oral pour ne plus se faire abuser et ne pas abuser les élèves? Peut-être que nous sommes à l'aube de quelque chose de différent. En tout cas, jusqu'à présent, l'écrit joue un rôle absolument fondamental. Et l'écrit, par définition, c'est des signes que j'ai appris à l'extérieur de moi, qu'il faut que je m'approprie et pour lesquels j'ai besoin de l'aide de quelqu'un pour arriver à me les approprier. Ce qui me semble abuser les enfants de Grigny, c'est qu'ils vivent dans les deux premières acceptions du terme, qui sont tout à fait correctes, et qu'ils ont une vision très, très appauvrie, très restrictive de ce qu'est le milieu en général, et milieu que constitue l'école de manière privilégiée, pour arriver à passer à des types de connaissances qui sont différents des premières connaissances. Vous pouvez apprendre à faire du vélo, savoir intuitivement qu'il faut se pencher dans les virages pour pas tomber, ce qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et quand vous arrivez au cours de physique, vous apprenez pourquoi il faut se pencher dans les virages, parce qu'il y a des histoires de force centrifuge qui jouent autour de la potence de la roue, etc. Vous apprenez les calculs qui vous apprennent pas à faire du vélo, mais qui vous apprennent à comprendre pourquoi vous faites du vélo et qui peuvent être exportés dans tout un tas d'autres domaines qui dépassent, excèdent le cas de votre balade cycliste et vous permettent de comprendre le monde dans une bien plus grande profondeur. On retrouve là des termes, alors là je m'adresse à quelqu'un qui a beaucoup influencé ce courant-là, Vygotsky, qui a inventé et rendu populaire l'idée de zone prochaine de développement. Je ne sais pas si elle vous est coutumière. Les recherches montrent incontestablement, disait-il, que ce qui, dans la zone prochaine de développement, à un stade d'âge donné, se réalise, se transforme en niveau présent de développement au stade suivant. En d'autres termes, ce que l'enfant sait faire aujourd'hui en collaboration, il saura le faire tout seul demain. Voilà. Vygotsky inverse la vision ordinaire qu'on a des apprentissages, c'est-à-dire l'idée qu'on saurait faire des choses seul et qu'après on les mutualise avec d'autres. Pour lui, c'est tout l'inverse. C'est d'abord l'enfant se pense comme un collectif. D'ailleurs, il dit pas je spontanément. Il parle de lui à la troisième personne. Il dit le bébé, il est tombé, etc. Le je est une conquête tardive qui vient au prix à la suite d'oppositions assez importantes qui se renouvellent à l'adolescence de manière plus ou moins conflictuelle, etc. Dans lequel le sujet n'est pas dans le libre déploiement de lui comme on le voyait dans les visions alvarésiennes ou journal des parents, mais bien au contraire, l'idée que je deviens moi à proportion de ce que j'intègre comme capital culturel accumulé d'une manière maximale par toute l'histoire de l'humanité. Tout ça peut paraître loin de nos questions, je crois néanmoins que c'est fondamental parce que on est dans l'intrasubjectif, c'est-à-dire dans en effet la capacité d'être autonome, parce qu'on a d'abord été dans l'intersubjectif. Et je trouve qu'il y a là, mais ça peut se discuter, c'est évidemment un débat philosophique, je dirais, une ligne de clivage importante concernant la conception de l'autonomie. Voilà, alors, si on accepte ce point de vue, ne serait-ce que provisoirement, on peut dire, mais alors, ça veut dire qu'il faut étayer les élèves et les jeunes pour qu'ils deviennent autonomes, au lieu de les laisser livrés à eux-mêmes, je dirais, en attendant l'éclosion. Je vais vous citer là deux extraits d'une sociologue américaine, Jessica Calarco. Vous connaissez peut-être les travaux de celle qui a été sa directrice de recherche, Annette Larot, qui est maintenant traduite en français et qui, une des caractéristiques de leur travail, c'est que c'est un travail de type ethnographique où elle passe beaucoup de temps, ou des étudiants, elle, dans les familles, à vivre vraiment en symbiose. On est dans les familles, on partage des repas, on va chez le médecin avec eux quand l'enfant y va, etc., etc., etc. Et évidemment, dans des familles socialement contrastées, pardon, de cadres ou d'ouvriers. Et Annette Larot a développé l'idée que dans les familles de milieux populaires, on est plutôt dans le natural growing, on laisse les enfants se développer, avec l'idée qu'il faut qu'ils soient bien nourris, etc., et que ça va suffire d'une certaine manière à les développer complètement, alors que dans les milieux de cadre, on est plutôt dans concerted education, on est dans une éducation qui est construite, avec de l'intervention, et qui est revendiquée en tant que telle. Là, on va voir deux petits exemples minuscules, mais vous pourriez
C'est pourquoi je vous ai donné la référence et vous pourrez la trouver dans la bibliographie si vous la souhaitez. Voilà, nous avons là Madame Matthews, mère de classe moyenne. Alors je crois qu'aux États-Unis, classe moyenne, c'est plutôt moyenne plus, où la morale, en tout cas l'idéal pédagogique des parents, c'est on va former nos enfants à s'autoriser, et notamment s'autoriser à demander. C'est d'autant plus facile que quand l'école est privée et qu'on paie les enseignants, on peut dire ben, ton prof il est payé pour ça, donc tu lui demandes, il est à ton service et n'hésite pas, c'est pas ridicule, etc., etc. Voilà un petit verbatim. Quand vous prenez un emploi, votre mère n'appelle pas, elle ne dit pas « Désolé, ma fille ne comprend pas ce qu'elle est censée venir faire aujourd'hui au travail ». Vous savez que vous devez apprendre à le faire. Et si vous ne commencez pas par là, cela rend les choses plus difficiles et vous vous ferez virer. Donc il y a là une éducation qui enjambe l'école, je dirais, et commence à vouloir donner des types d'habitus ou de dispositions pour faire en sorte que les élèves, lorsqu'ils auront un travail, soient autonomes dans leur travail et n'aient pas besoin que papa ou maman soient là pour demander au chef de service ce qu'il y a à faire. Alors je dis à mes enfants, c'est normal de poser ces questions dans ce contexte. C'est un endroit où vous allez tous les jours. Vous parlez à cet enseignant tous les jours. Il agit dans votre intérêt. Et une fois qu'ils ont appris à surmonter cet obstacle, il devient alors plus facile de demander d'autres choses. On est là, cette fois, dans le milieu de parents de voyer, où l'éthique, c'est au contraire forcer à se contraindre. Jesse croyait qu'il ne devait pas demander de l'aide. Certaines des choses que Madame Denham m'a dites n'avaient pas vraiment de sens. Mais je devais juste dire, d'accord, je vais essayer. Parfois, je sens que je ne peux pas le faire, mais ma mère dit que je ne peux pas dire cela, et je ne veux pas avoir d'ennui. Voilà, c'est des choses qu'on connaît bien dans les familles de milieux populaires et qui ont été travaillées, y compris en contexte français, où très souvent l'éthique, c'est de dire ne te fais pas remarquer. Et si par exemple vous regardez dans les familles de milieux populaires comment on aide les enfants à faire les devoirs, nous avons des parents, des mamans qui interviennent souvent pour dire non, c'est raturé, tu vas pas rendre quelque chose de cochonné comme ça, il faut que ce soit nickel, parce qu'à travers les cris de l'enfant, c'est la famille elle-même qui est jugée dans sa manière à être convenable. Les travaux de didactique nous montrent que il y a une grande différence entre les élèves qui font des brouillons à la ligne bien propre où rien ne dépasse et ceux qui font des brouillons avec des colonnes, des flèches, des mots où il n'y a pas des phrases et où on va improviser par la suite à partir de ce premier travail. Évidemment, c'est le deuxième travail qui est intellectuellement fécond, c'est pas le premier. Les enfants de milieu populaire sont plutôt habitués au premier type de position qui est une position morale qui consiste à dire c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'est pas digne et il ne faut pas détonner à l'école. D'une certaine manière, l'école appelle des détonations, je ne sais pas comment il faut dire. Je pourrais faire des développements sur la scolarité des garçons et des filles qui reprend en partie ceci, mais ce sera peut-être pour une autre fois ou pour après. Voilà, alors là malheureusement vous n'allez pas échapper à mes petits dessins, je suis désolé pour vous. Je pense en effet que ces sociologues-là ont tout à fait raison de montrer qu'il y a des modes de socialisation familiale qui facilitent ou au contraire inhibent l'autonomie parce qu'ils rendent plus ou moins responsables de leur questionnement leurs enfants et ils leur montrent tout ce dont la société est riche et qu'ils peuvent s'approprier. Mais de mon point de vue, ça n'est qu'un morceau du travail. Parce que ça n'explique pas, ça explique des problèmes de posture, mais ça n'explique pas les attitudes intellectuelles dans les apprentissages. Voilà. D'ailleurs, si j'avais rien à dire, je répéterais Calarco et Larot, et donc il faut bien que je me rende un peu malin et que je vous propose autre chose. Le schéma que je propose est celui-ci, c'est que le monde scolaire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un monde particulier. C'est pas la totalité du monde. Vous savez qu'il y a la vraie vie dehors. Et ce monde-là scolaire, il a des exigences que pour moi, on a souvent l'habitude d'écraser et qu'il peut être intéressant, par un travail d'abstraction, de démêler. Alors, voilà. Ce premier registre que j'appelle cognitif, c'est ce que d'autres appellent les gestes de l'étude. C'est-à-dire qu'à l'école, il y a une manière particulière de réfléchir, qui est que, en gros, on ne peut pas dire n'importe quoi, il faut prouver ce qu'on avance. On doit faire de l'induction, de la déduction, des rapports de cause à effet, avoir une pensée systémique, c'est-à-dire qu'une espèce d'épistémologie, je ne vois pas trop d'autres termes, du savoir qui traverse toutes les disciplines.
La question des compétences aujourd'hui est un accent fort qui est posé dans ces termes-là, parce qu'elle appelle des gestes de l'étude. Bon, j'ai dit souvent, quand j'étais, je vous dis pas dans quelles années, parce qu'on va me dater au carbone 14 bientôt, mais quand j'étais à l'école primaire, j'apprenais par cœur la liste des affluents de telle rivière et de la rive gauche, de la rive droite. Je les récitais, j'avais 10 sur 10. Au baccalauréat, je récitais la production d'acier de l'Union soviétique de l'époque et des États-Unis, et j'avais 16 sur 20. On peut pas avoir 10 quand même, on est au lycée. Voilà, donc ça c'était assez facile. Vous regardez vous le savez, puisque vous enseignez, on a atteint un bien autre niveau de complexité aujourd'hui dans les exigences. Je ne dis pas dans ce que font les élèves, dans ce qu'on finit par évaluer, mais en tout cas dans ce qui est attendu des élèves. Donc voilà, il y a ces gestes forts. Par exemple, à l'école française, pour l'instant, elle est encore laïque. On n'a pas le droit de défendre à égalité le darwinisme, le créationnisme. Bon, il faut argumenter. Donc ça va bien, mais que serait un élève qui n'aurait que ces schémas cognitifs dans la tête? Il pourrait tourner à vide. Donc, il faut qu'il y ait de la culture. Ah oui, non, j'ai oublié. Alors, d'accord. Je vais vous donner un malentendu, un type de malentendu, parce que j'ai procédé comme ça 7 fois. Voilà, j'emprunte ça à mon collègue Bernard Ray, ça apparaît pas sur le côté, c'est un test qui est proposé à des élèves belges, l'équivalent de CM1 et CM2. On leur demande, voilà, calculer le coût de la peinture pour repeindre une pièce dont on a les mesures, les dimensions des fenêtres. On connaît par ailleurs le pouvoir couvrant de la peinture, les prix sont les quantités achetées. Tout le monde sait faire. La plupart des élèves tentent de calculer l'air, puis la quantité de peinture nécessaire, puis le prix. Ils ont compris qu'on ne faisait pas de la peinture, on faisait des mathématiques. Ils sont vraiment dans la cognition scolaire. Mais, une partie non négligeable déclare que le mieux serait d'acheter un pot de peinture de 5 litres pour commencer, puis éventuellement de retourner au magasin pour compléter. Alors, quand on pose la question, quels sont les élèves les plus intelligents? Il n'y a pas de réponse à cette question, parce que ça dépend pourquoi faire. Si moi je veux peindre mon plafond avec une peinture supposée monocouche, j'en veux beaucoup aux fabricants de peinture monocouche, parce que jamais dans toute ma vie de bricoleur, je n'ai réussi à peindre avec une seule couche. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez chez le commerçant, vous payez plus cher la peinture que si vous avez acheté le pot de 5 litres. Voilà. Donc, les deuxièmes gamins sont parfaitement pertinents s'il s'agit de faire de la peinture. Et là, il peut y avoir en effet ce type de malentendu qui est souvent lié aux habillages des exercices. Et c'est là où c'est pervers, parce que plus vous vous rapprochez de l'univers de vie des élèves pour donner du sens aux exercices que vous allez leur donner, plus vous risquez de les perdre, parce qu'ils ne perçoivent pas le schéma cognitif que vous voulez exiger d'eux-mêmes. Donc ça, c'est une dialectique absolument épouvantable, parce que si c'est trop loin, et c'est toute la question de la zone proximale de développement de Vygotsky, si c'est trop loin, vous n'apprenez rien, si c'est trop près, vous n'apprenez rien non plus, parce que vous le saviez déjà, ou parce que c'est hors de votre atteinte. Donc c'est entre les deux que ça se passe, et je trouve que ce petit exemple de rien du tout est intéressant, parce qu'il nous amène à réfléchir sur ce qu'on appelle les habillages des exercices. Parce que pour vous, enseignants, la structure cognitive, elle est tout à fait évidente, c'est ça que vous voulez, c'est pas du tout évident pour les élèves. Quand on demande de faire des mathématiques, ils savent très bien que les marchands de voitures trafiquent les coefficients de carburation. Pour une peinture monocouche, il faudrait que ce soit un support idéal, sans aucune aspérité, qui n'existe pas dans la vraie vie, etc., etc. Voilà. Alors, il y a du culturel. Il faut que ça tourne sur des objets, des savoirs ou des valeurs du dispositif. Je n'insiste pas, je vais vous donner qu'un exemple. Qui peut montrer qu'il y a aussi des malentendus quand vous allez chercher des éléments de la culture des jeunes pour l'amener à l'école. Nous sommes là dans ces extraits de la thèse de Manon Fenard qui a travaillé sur, entre autres, une association de la Seine-Saint-Denis qui s'appelle Zebrock, que vous connaissez peut-être, qui essaie d'initier les jeunes du 93 à la chanson, à la musique en général, et à leur faire avoir un retour réflexif sur cette musique de manière, d'une certaine façon, à scolariser, à la disciplinariser. On est donc là dans une sorte d'atelier dans lequel il y a une médiatrice et l'enseignante et quelques élèves. La médiatrice veut absolument faire écrire des chroniques aux élèves. Donc, dans l'exercice de la chronique, il y a également l'idée de donner son avis sur la chanson. Est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on l'aime pas? Et donner des raisons. Voilà, alors là, on scolarise. Donner des raisons pour lesquelles on aime ou on n'aime pas cette chanson. D'accord? Alors, est-ce que ça vous intéresserait de faire une chronique ensemble, de commencer l'élaboration d'une chronique? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire comme ça?
Ça veut dire tous ensemble sur la chanson que vous choisissez. Ah ouais, mais moi ça m'intéresse pas. Mais tu vas voir que ça va t'intéresser. Ouais, mais sur la chanson que je veux alors. Non, c'est sur une des 10 chansons du livret en fait. Mais ça c'est un travail collectif et on le fait tous ensemble. Non, non, moi je fais pas, ça m'intéresse pas. Moi ça m'intéresse, oh le bolos. De toute façon, c'était une question, comme on l'appelle, rhétorique. On commence à couler son esquive, si je puis dire. C'est-à-dire que vous n'avez, les propos sont réels. Hein. Vous n'avez pas le choix, on le fait ensemble maintenant. Quoi ? Mais pourquoi vous nous demandez si ça nous intéresse ? C'est ce qu'on appelle les questions rhétoriques. Ça veut dire que j'attends à ce que la réponse soit positive de toute façon. Ah ouais, donc quelle chanson est-ce que vous souhaitez qu'on étudie ? Métro c'est trop. Ah alors là il y a Métro c'est trop, ça tombe bien, c'est dans le livret. Madame, j'ai mal à la tête. Non, 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 tu peux pas tenir comme ça en classe, hein. Personne ne se tient comme ça, donc je t'autorise pas à tenir comme ça. Moi non plus, moi aussi, des fois j'ai mal à la tête, hein, ça n'excuse rien. Mais je vous jure, madame, j'ai mal à la tête. Salim, tu arrêtes, hein. Tu pourrais peut-être mettre tes lunettes, tu aurais moins mal à la tête aussi. Donc, est-ce que Métro c'est trop, ça vous va aussi ? Non, on peut l'écouter, on peut voter. Élève criant présent dans la classe, moi j'ai pas envie de faire la chronique, un élève sort en claquant la porte. On se croirait un peu dans la cantatrice chauve de Ionesco, dans la leçon de Ionesco, pardon, une espèce d'effet de violence, hein, dans lequel, avec la meilleure volonté du monde, des enseignants essaient de raccrocher des élèves scolairement en leur faisant travailler sur des chansons, sauf que c'est des chansons de leur propre époque, et ça bouge très vite, on est vite ringardisé en la matière, et que il n'est pas du tout évident que les pratiques artistiques, culturelles des élèves en général, ils aient envie de les travailler au lycée, et que ça suppose un étayage assez considérable pour les faire passer d'une pratique. Alors, souvent, ils ont l'impression qu'on trahit leur propre pratique culturelle quand elle est scolarisée. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer, mais je dis que le passage n'est pas aussi spontané, il n'y a pas cette belle continuité qu'on nous vantait au début, il y a là un obstacle tout à fait important, et le travail de Manon, vous pouvez lire sa thèse, elle est en ligne, montre qu'il y a différents types de médiateurs. Là, heureusement, ils sont anonymisés, hein, on espère qu'ils ne se reconnaîtront pas, mais ils sont un peu dans le genre, on n'a pas trop compris comment ça marchait. Alors, il faut qu'il y ait des sortes de mécaniques intellectuelles, il faut qu'il y ait des objets qui soient façonnés par l'école. Moi, de mon temps, c'est facile. Il y avait la plume Saint-Jean-Major, il y avait les images d'Épinal, il y avait la balance Roberval, il y avait des objets qui étaient totalement scolaires, vous ne les trouviez pas ailleurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on demande aux enseignants de scolariser les objets du monde. Et c'est tout ce travail de transformation qui risque de prêter à des malentendus. Moi, je savais que j'étais à l'école, il n'y avait aucun problème. On n'était pas obligé de me dire, nous, tu te crois, comme on le dit parfois aujourd'hui, tu te crois chez toi, non. Parce que la porosité est grande. Hein. Vous pourriez lire, si ça vous intéresse, les travaux de mon collègue Stéphane Bonnery sur la littérature de jeunesse, où il montre le bouleversement que ça a été lorsque les livres de littérature de jeunesse ont été étudiés à l'école, primaire en particulier. Et ce qui fait qui est assez incroyable, c'est que il va dans des familles de milieux contrastés et il regarde comment les mêmes albums sont lus aux enfants le soir par des parents de milieu populaire et par des parents du milieu du mien. Voilà, et vous avez là des hiatus assez intéressants, scientifiquement en tout cas. Donc, il faut un sujet qui s'engage. Et le sujet qui s'engage à l'école, c'est pas n'importe quel sujet. C'est un sujet qui doit évidemment être un sujet, et on le demande de plus en plus aujourd'hui, que ce soit en géographie expérientielle, dans la théorie du sujet lecteur, en littérature, etc. Il faut que les élèves expriment quelque chose, sauf que cette expression ne doit pas en rester à ce stade-là, elle doit être retravaillée dans des communautés interprétatives, avec d'autres, dans des controverses, etc., pour arriver à enrichir, à épaissir les savoirs, etc., et d'une certaine manière, à créer un sujet, voilà, qu'on appelle parfois épistémique, qui n'est pas le sujet empirique du jeune qui est dans la rue, dans la cité, etc. Alors tout ça, c'est aussi une forme de transformation, vous voyez, au moins 3 transformations à la fois, et là, les malentendus peuvent être assez nombreux. Hein. Ça, c'est quelque chose qui vient d'une enquête que j'avais faite sur la disserte de philo, où j'interviewe un élève de terminale littéraire à l'époque, quand ça existait. Il n'y en a qu'une dans la classe, c'est clair, ouais, elle touche en philo. Elle va toujours dire, en fait, elle se vante pas, c'est ça qui est bien. Elle fait son sujet, elle le lit, elle fait « Oh, j'aime pas mon sujet », mais elle le rend quand même. Et puis, bon, la prof lui rend sa copie, d'ailleurs, toute l'année, elle a eu que des 14. En philo, c'est une super note. Hein. Jacobac, elle a une note de 11, oui, ça, c'est parfois des mauvaises surprises. Je crois un truc comme ça.
Donc Claire, le fait qu'elle soit bonne et pas vantable, c'est plutôt apprécié. Bah ouais, on aime bien ça parce que bon, quand une personne se vante trop de ce qu'il sait faire ou quoi, il y a deux solutions. Soit on l'aime plus, on l'apprécie pas, donc on la rejette, sinon on se sent inférieur. Donc vu qu'ici, dans les banlieues, se sentir inférieur, c'est pas admis, on la rejette, quoi. C'est clair. Petite tranche de vie extrêmement rapide et incisive, qui attire mon attention, en tout cas, mais sans doute aussi la vôtre, sur le fait que notre ami Hakim, comme beaucoup d'élèves, il est simultanément élève, il est simultanément père d'autres élèves avec qui il vit dans le contexte de la classe, mais dans d'autres contextes. Et qu'une des règles de la vie lycéenne, mais surtout collégienne aujourd'hui, c'est de ne pas se distinguer. L'école trie et distingue déjà suffisamment. Les élèves n'ont pas à endosser, à assumer le poids du tri social qui s'y réalise, en particulier au collège, entre ceux qui vont au lycée professionnel, les autres, etc. Et le génie de Claire, c'est d'être capable à la fois d'être très bonne élève, mais à la fois d'être très bonne copine. Et ça, c'est quelque chose qui est rare, nous dit Hakim, il n'a pas tout à fait tort. Je pourrais parler beaucoup là-dessus, parce que j'ai pas mal travaillé la question. Mais il faut être des passeurs de monde qui sont à la fois capables, éventuellement, d'écouter du rap et de jouer du violoncelle au conservatoire à côté de chez moi, dans le 12e, le mercredi après-midi. Voilà. Donc, tout ceci pose... les élèves doivent articuler ces trois registres, qui supposent, comme vous l'avez vu, des sortes de migration de positions originaires à des positions secondes, de secondarité. Et il n'est pas évident, alors je ne veux pas être trop long là-dessus, la question se pose de comment faire quand ils sont seuls pour arriver à faire tenir ensemble ces trois demandes fortes. Ce qui est compliqué dans les registres, c'est que ça bouge aussi au fur et à mesure de la scolarité. Ce qui à un moment donné était une tâche de haut niveau devient une tâche de bas niveau qui va viser une tâche de haut niveau. Et beaucoup d'élèves n'ont pas compris ce processus. Bonnery, dans son travail, notamment sur le collège, montre bien que des élèves ne comprennent pas comment, alors que la maîtresse les félicitait jusqu'au CM2, ils commencent à se faire assassiner au collège parce que ce qu'ils faisaient avant ne va plus, parce que les règles ont changé, parce qu'on est toujours appelé vers des registres supérieurs de secondarisation, d'abstraction. C'est une des lois de notre curriculum. On pourrait en imaginer d'autres, mais c'en est une. Alors, c'est déjà très difficile d'être autonome à l'école quand on est dans le cadre scolaire. Je dirais que la difficulté est aggravée quand vous êtes seul dans le cadre des devoirs. On n'a pas toujours fait des devoirs. C'est une invention relativement récente. Comme vous le savez d'ailleurs sans doute, en 1956, une circulaire les a interdits à l'école primaire, à l'exception de quelques leçons ou petites récitations. Les nouveaux programmes viennent de réintroduire, c'est une évolution assez intéressante. On les avait interdits en 1956 pour deux raisons. Une raison de caractère hygiéniste, qui était de dire les enfants, ils sont quand même très fatigués de leur journée de travail. Beaucoup d'adultes n'accepteraient pas de remettre le couvert une fois qu'ils sont à la maison. Pourquoi est-ce qu'on leur fait pas la paix et qu'on leur fait pas faire des choses un peu différentes? Voilà, à l'époque, c'est ce qu'on disait. Et la deuxième raison, c'était de dire, si l'école laïque, gratuite et républicaine, elle a pour but de faire en sorte que les enfants soient enseignés dans un même lieu, le plus possible à l'abri des influences sociales, les faire travailler à compte d'auteur à l'extérieur, c'est quand même prendre le risque que ce qu'on a voulu évacuer de l'école soit réintroduit dans les foyers qui ne sont pas les mêmes pour tous. Les deux arguments paraissaient de bon sens. Comme vous le savez, cette circulaire n'a jamais été appliquée. Et les gens qui ont refusé de donner des devoirs écrits ont parfois eu maille à partir avec leurs collègues, avec les parents d'élèves qui craignent que si on ne fait pas les devoirs, on va avoir du mal à rentrer en Henri IV. Oui, la porte est assez étroite, c'est vrai. Alors, les historiens nous disent ça, entre autres, je cite Philippe Savoie, il y a une réforme en 1902, réforme de l'enseignement secondaire, je ne rentre pas dans les détails. La réforme de l'époque, c'est que jusque-là, dans le second degré, les séquences d'enseignement durent 2 heures. 1 heure de leçon, 1 heure d'exercice. 1902, 1 heure, 55 minutes. Qu'ont fait les enseignants? Ils ont dit, j'ai plus qu'1 heure, je fais la leçon et je donne les exercices à l'extérieur. Voilà, il y a eu là un événement, c'était pas du tout prévu,
espèce de conséquence secondaire non désirée, et qui a fait qu'on a pris l'habitude de faire travailler les élèves à l'extérieur, alors que les historiens vous montrent que tout le 19e siècle, les élèves passent plus de temps à l'étude que dans la classe. Ils travaillent avec un répétiteur, ils font beaucoup d'exercices. Nous avons perdu cette manière de faire, qui de mon point de vue est une double perte. L'enseignement ne voit pas ce que les élèves sont réellement capables de faire, et les élèves, au moment où ils sont seuls, perdent la possibilité d'un appui compétent sur ce qu'il y a à faire. Parce que quelle que soit la bonne volonté des personnels qui circulent dans le devoir fait, et j'ai pas mal observé dans le devoir fait, ils ne sont pas toujours compétents, et moi le premier quand j'y suis, pour savoir qu'est-ce qui est attendu des élèves, comment faire, etc. Je passe là-dessus. Je vais vous donner deux moments de devoir dans deux milieux contrastés, et j'en terminerai là, et je serai à peu près à l'heure. Le premier, je l'emprunte à la thèse de Séverine Kakpo sur les devoirs à la maison, qui a donné cet ouvrage, dont le sous-titre est intéressant parce qu'elle montre que les familles populaires, contrairement à ce qu'on dit parfois, sont très mobilisées, mais en même temps, elles sont très désorientées, victimes des fameux malentendus. Nous sommes là dans la maison d'Augustine. Augustine est une aide-soignante retraitée qui fait travailler sa petite nièce Priscilla. Elle a tellement de succès que la direction du collège lui envoie d'autres enfants pour qu'on les fasse lire aussi. Priscilla, elle dit « Je suis un peu débordée, j'arrive plus à faire mon manger », dit-elle. « J'ai trop de gamins dans la cuisine le soir. » Mais elle fait ça de manière très scrupuleuse. Et écoutez, je vais vous lire. Là aussi, ça fait un peu pièce de théâtre. Non, en principe, je t'ai expliqué qu'il faut mettre la main pour pouvoir bien suivre. Je ne fais pas comme la maîtresse. Alors déjà, premier décalage, école primaire, collège. Priscilla, elle a une culture, elle n'est pas allée au-delà de l'enseignement primaire. Donc elle projette tout à fait normalement les schémas qui sont les siens, ses arrière-plans, comme le font les élèves de Grigny, sur les situations nouvelles qu'ils connaissent. Ce que je fais, c'est pour voir si tu enregistres bien tes sons, si tu regardes bien, parce que tu ne travailles pas pour manger la majeure partie des mots. Allez, on commence à lire. Allez. Priscilla s'aidant du doigt pour lire. Vol de bijoux à l'hôtel Métropole. D'abord, tu sais, tu as mangé le E, ça ne va pas. Métropole, voilà. L'hôtel fait le ménageux le matin en présence de Célestineux et revient ouvrir les lits le soir dans les mêmes conditions. Autrement, elle ne met pas le pied ici comme je vous le disais, poursuivit Madame Opalsen. Je suis monté, j'ai ouvert ce tiroir. Elle désigna le tiroir de droiteux de sa coiffeuse. Alors, si tu dis de sa coiffeuse, tu l'écris sans un E. Moi, j'aurais dit de sa coiffeuse. Moi, je parle bordelais, donc c'est normal, mais pas là. Oui, de sa coiffeuse. L'interromps pas, parce que quand on est en orthographe, confusion là aussi, on est dans une lecture suivie, on n'est pas du tout en orthographe, la maîtresse, elle te dit la coiffeuse. Et toi, tu sais déjà que c'est la coiffeuse. Voilà, elle chauffe Priscilla pour la dictée, qui n'est pas évidemment l'objectif. J'en ai sorti mon coffret à bijoux et j'ai mis la clé dans la serrure. Le doigt d'Augustine lui indique de revenir en arrière. Dans la serrure, tout semblait normal. Tu vois, là, te dit normal, c'est bien. Oui, parce qu'il n'y a pas de E, on ne dit pas normal, tu as bien dit, voilà. Enquêtrice, qui s'entretient avec Priscilla. Quand tu dis avec ta tante, c'est comme quand tu lis en classe, c'est le même objectif. Quand je lis, par exemple, porter une E, parce que avec ma tante, on doit dire, par exemple, avec ma tante, je dois lire, pendant que Laura pêchait, Perceval parlait de choses. Moi, je dis des choses. Mais avec ma tante, je suis obligé de dire des choses. C'est énervant, parce que tout le monde ne lit pas comme ça en classe. T'as remarqué que les autres camarades, ils lisaient pas comme ça? Non. Et tu penses qu'il faut lire comment, toi? Normalement. Mais sinon, c'est bien comme elle fait ma tante. T'as compris pourquoi elle te fait faire le E? Non. Bon, je vous laisse sur cette tranche de vie, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, et je vous transporte dans un autre univers. Nous sommes chez des enseignants. La maman Marianne, j'ai fait ça en complicité avec Séverine Kakpo, la maman Marianne est prof d'allemand, et son Léo de garçon est en CM2. Là, on n'assiste pas direct au devoir, mais elle relate la façon dont s'est passé le dernier devoir. Alors, il y avait une espèce de rédaction en 4 parties à faire, c'est quand même assez difficile, chasse au trésor. Donc du coup, là, on est parti, je lui ai dit, Léo, qu'est-ce que t'en penses? Lui, il pourrait dire, le mec, il trouve une carte, il monte sur le bateau, il va sur l'île, il trouve le trésor. Sa rédaction, là, elle fait 4 phrases, donc il n'arrive pas encore à la narration. Vous voyez comment on est déjà dans la mobilisation de termes qui sont les termes de l'école, comment, en effet, une manière de valider la consigne pourrait être d'écrire ça en 4 phrases, mais qu'elle a bien compris qu'une rédaction, il y a une introduction, un développement, une conclusion, etc. Il y a tout un implicite de ce qu'il y a à faire.
voilà, faire toute la narration, décrire la ceinture du mec, enfin, je sais pas, ça c'est vraiment... Donc là, j'aide beaucoup. Voilà, il n'y a pas du tout de pudeur dans l'aide à apporter. Enfin, on se met ensemble, je lui dis, mais réfléchis, qu'est-ce qui peut se passer? Décris, essaie de décrire ça, essaie de voir ça. Qu'est-ce que tu peux mettre d'autre comme élément? Enfin, ça pour l'instant, c'est vraiment, j'assiste beaucoup. Et vous lui expliquez qu'à l'école, on n'attend pas justement seulement 4 phrases, même si finalement, dans ces 4 phrases, on a raconté l'histoire, on a bien répondu, oui, bien sûr, je lui dis, mais... Vous lui expliquez qu'il y a d'autres choses qui sont attendues. Oui, oui, je lui dis, c'est une rédaction. Il faut rentrer dans la narration, la description. Il me dit, mais on s'en fout de ce que le pantalon soit de 1750, bleu ou vert. Je dis, non, on s'en fout pas. Il faut que tu crées, toi. Il faut que tu crées le tableau. Il faut que la personne puisse imaginer, voilà. Il y a un destinataire, etc. La panoplie didactique est là. Il faut que ça soit foisonnant, enfin. En plus, il a un prof de français vraiment de la vieille école, donc je pense qu'il attend vraiment une espèce de rédaction, de dissertation, un peu comme au 19e, avec des descriptions un peu... Mais bon, une fois qu'on est lancé, là par exemple, du coup, il est parti du personnage, il est inspiré d'un personnage d'un des jeux vidéo, là, Léo sort de sa boîte, Assassin's Creed. Oui, c'est ça la révolution américaine en 1776, donc là, on a daté ça, et puis il fallait qu'il fasse une chasse au trésor, il fallait qu'il trouve un trésor, je lui dis, bah écoute, il faudrait qu'il aille à la Martinique, oui, un bateau, un machin, je dis, ah ben fais-le aller à la Martinique, c'est très bien. Et donc ça l'a beaucoup plu, du coup on l'a fait arriver à la Martinique. Et pourquoi la Martinique, c'est dangereux? Mais non, parce que mon père est de la Martinique, et donc ça, on y a déjà été, donc ça, il a dit, oui, c'est pas mal, donc vous l'aidez à associer des choses dont il est un peu familier, oui, pour qu'il s'approprie un peu la chose. Après, la première partie, ça a été un peu plus difficile, parce que du coup, il fallait lancer la chose. Ensuite, les 4 des 3 autres parties, il les a faites lui-même, tiens, en autonomie, avec plus d'élan aussi, plus de plaisir. Alors après, on relit et puis on corrige. Moi, je propose des corrections. Parfois, j'ai dossier à écrire. Et en plus, je dis, regarde, là, ça serait mieux comme ça. On comprend pas ce que tu veux dire. En fait, je corrige toutes les fautes d'orthographe. Mais moi, je vois ça avec mes élèves, c'est un travail à la maison. Je pars du point de vue que c'est un travail à la maison. Quand c'est un travail à la maison, en fait, à la limite, j'attends moi aussi que les élèves se fassent relire, que ce soit quelque chose de rendu avec une certaine forme, enfin. Bon, on pourrait déplier ça de manière très, très, très méticuleuse, parce qu'à mon avis, c'est d'une richesse absolument insondable, mais on voit bien que nous sommes dans des univers tout à fait différents, et dans lesquels le rapport à l'autonomie n'est pas du tout le même, il n'y a pas de doigt levé, et si on veut bien reprendre mes registres, il y a du cognitif parce qu'on demande un mode d'explicitation et de développement, il y a du culturel parce qu'on comprend qu'on est dans un genre scolaire bien particulier, et il y a de l'identitaire parce qu'elle réussit à intégrer l'appétence et la culture et l'identité en même temps de son enfant pour les jeux en ligne et pour quelqu'un de sa famille qui lui est sympathique apparemment et qui peut servir de cadre à la rédaction qu'on entend là. Bah, ça c'est une réussite absolument, je sais pas comment il faut dire, enfin. On ne sait pas la note qu'il a eue, mais en tout cas, on sait qu'il a fait l'exercice dans des conditions qui paraissent celles de l'autonomie, avec toujours cette première mise de fond délicate, d'allumage difficile, mais où on voit que, y compris, on peut même éprouver du plaisir à l'école, imaginez-vous, en faisant des exercices scolaires. C'est un scoop, mais ça peut arriver. Voilà. Élément de conclusion, pour n'avoir que 5 minutes de retard. Je l'ai déjà dit au début, donc je vais très vite. Je crois que l'autonomie aujourd'hui est d'autant plus prégnante dans les discours et dans les attentes qu'elle va avec des formations par compétences et qu'on voit mal comment nous, héritiers d'une certaine manière quand même du siècle des Lumières, on pourrait s'opposer à cet objectif d'autonomie qui est un objectif absolument magnifique. Sapere aude, disait Kant, ose savoir. Et évidemment, il faut être autonome pour cela. Le dernier point sur lequel je n'insisterai pas, c'est que, parce que j'ai déjà suffisamment fait, c'est que l'autonomie à l'école ne peut pas faire exception des savoirs. C'est pourquoi les autonomies comportementales, y compris des choses qui ont trait après aux savoirs sociaux, etc., qui sont en effet des composantes importantes de l'éducation, mais le risque pour moi est important qu'on élimine la question des savoirs. En tout cas, les catégories sociales dont les enfants réussissent à l'école n'éliminent pas du tout la question des savoirs. Je crois que c'est important. Avec quelque chose qui est emprunté aux didacticiens, qui nous dit, ben voilà, étayer les élèves dans l'autonomie, c'est être capable de construire des milieux riches dans lesquels on peut apprendre quelque chose. C'est aussi répartir les rôles
qui consiste à savoir quand l'enseignant est là, quand il n'est pas là, quand on est dans l'horizontalité, au contraire dans des formes de verticalité. Et c'est aussi prendre en compte les processus qui peuvent ne pas être les mêmes, qui doivent trouver les étapes, etc. Donc c'est ce que les didacticiens, pour faire le savant, appellent le triplet des genèses, mésogénèse, topogénèse et chronogénèse, qui pour eux sont les trois composantes des modalités d'apprentissage, et qui sont sans doute les instances à travailler pour viser cette fameuse autonomie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je me prête très volontiers au jeu des échanges. Ah ben non, il y avait l'autre. Oui, le dernier point, c'est oui, c'est quand même pas tout à fait quelconque. C'est pour pouvoir rendre les élèves autonomes, il faut aussi que les enseignants soient en capacité d'être autonomes. Et voilà, on pourrait discuter des évolutions contemporaines, de la manière de les former et de les manager. Il y a, de mon point de vue, il peut y avoir des incompatibilités entre des façons de ne pas faire en sorte que les enseignants, alors pas au micro-lycée bien sûr, parce que c'est un peu différent, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs, y compris pour l'ensemble du système éducatif, mais on ne peut pas, à mon avis, prôner l'autonomie des élèves sans développer, notamment en termes de formation, l'autonomie des enseignants, individuels et en équipe, mais c'est là un point de vue qui est plus idéologique que ceux qui précédaient, mais sur lequel néanmoins je suis tout à fait ravi d'échanger avec vous. Vous aurez droit à la bibliographie si vous la voulez, tant pis pour vous. Et voilà, on peut passer aux échanges. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour, merci. Bonjour. J'aurais aimé avoir un peu plus d'éléments sur le passage. Vous avez du passage de l'intersubjectif à l'intrasubjectif. Il m'a semblé que c'était quelque chose d'important, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris. Si vous pouviez donner peut-être un exemple ou deux, ou essayer de réexpliquer ça à quelqu'un qui ne connaissait pas encore cette théorie. Merci. Oui, il me semble que pour prendre quelque chose qui est fondamental, le langage qui me permet de penser moi-même tout seul, je vais prendre voilà, un peu la caricature Descartes et je crois que la guerre de 30 ans, il y a une pause, il est dans son poêle en Hollande, il est enfermé, il fait froid, et il a ce truc, voilà, je pense donc je suis, il est tout seul. Il est tout seul. On est vraiment dans de l'intrasubjectif, et de l'intrasubjectif au carré, parce que je pense donc je suis, c'est vraiment une réflexion sur la subjectivité. Mais Vygotsky lui dirait ok, mais l'illusion, c'est de penser que vous sortez ça de vous-même. Vous ne seriez jamais arrivé à formuler ça si vous n'aviez pas acquis le langage, d'abord de manière intersubjective. Et déjà, alors je ne suis pas linguiste, s'il y a des hispanistes ici, vous savez que dire « je suis », il y a deux verbes pour dire ça. En français, on n'en a qu'un. Les langues découpent le monde de manière différente, parce que nous ne voyons pas le monde, nous voyons le monde à travers la signification que nous donnons à quelle langue-là. Et s'il y a quelque chose qui est extérieur à moi quand je nais, c'est évidemment la langue. Donc on est vraiment dans de l'intersubjectif total, je dirais. Mais le miracle, c'est que cet outil que je n'ai pas inventé, qui m'impose ses mots, ses conjugaisons, ses déclinaisons, sa syntaxe, etc., je peux me l'approprier de telle sorte que je vais avoir une réflexion originale. Et on pense que Descartes, à tort ou à raison, dans ce cogite-là, a refondé la philosophie occidentale. Peut-être un peu exagéré, mais néanmoins c'est un moment dans l'histoire des idées qui est un moment pleinement intrasubjectif, je veux dire. Et moi, je le découvre de manière intersubjective
quand je lis les œuvres de Descartes, et puis après je réfléchis. Donc il y a cette espèce de mouvement permanent pour Vygotsky, mais qui me paraît celui de comment les humains apprennent à devenir humains d'une certaine manière, et à connaître le monde et à se connaître eux-mêmes. D'abord, c'est des choses qui circulent à l'extérieur d'eux. C'est des idées qui circulent à travers les parents, qu'on va s'approprier petit à petit, avec des choses qu'on ne comprend pas. Si vous rappelez votre propre enfance, il y a des mots qui étaient échangés, que vous avez pu y compris manipuler avec vos copains, vous ne les compreniez pas, parce que c'était pour vous décontextualiser, etc. etc. Donc, les premiers savoirs sont des savoirs tout à fait intersubjectifs. C'est la thèse de Vygotsky. Elle me paraît difficile à... Moi, j'arrive pas à la déraciner. Alors, si vous voulez qu'on rentre davantage dans les détails, bien qu'ils aient vécu à la même époque, mais Vygotsky est mort à 33 ans, hein, il a créé une œuvre déjà très abondante, il est mort très très jeune, il est contemporain de Jean Piaget. Hein, ils sont de la même époque. Piaget est quelqu'un qui vous dit, qui vient de la biologie. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais il y a une théorie des stades, c'est-à-dire qu'il y a des stades logiques. Jusqu'à un certain âge, les enfants, par exemple, n'ont pas d'idée de conservation de la quantité. Vous leur montrez un liquide dans des vases différents, ils pensent qu'il n'y a pas la même quantité de liquide. Hein. Pour qu'ils pensent qu'il y a la même quantité, il faut qu'ils fassent l'abstraction de ou le fil de fer qui est tordu ou pas tordu, etc. Et puis à un moment donné, ils deviennent ce que Piaget appelle conservants. Voilà. Mais ça, il voit ça, lui, d'un point de vue développemental. L'individu se développe. Alors Vygotsky lui dit oui, bien sûr, il se développe, mais l'apprentissage fait aussi partie du développement. C'est-à-dire que ce que je vais apprendre d'autre va m'aider à me développer plus vite. D'où l'idée d'ailleurs de la zone proximale de développement. C'est-à-dire que ce qui est appris momentanément avec d'autres va être, et qui est virtuel sur l'instant, va devenir un acquis d'une certaine manière définitif pour la suite. Je l'ai intériorisé. Je l'apprends avec d'autres, dans la confrontation. Ils vont me dire, mais regarde, quand tu vides les verres, etc. Piaget fait ça lui aussi d'ailleurs. Hein. Quand tu vides les verres, regarde, où c'est le même fil de fer si tu le déplies. Et donc, ce qui m'a été appris avec d'autres, je vais, par la suite, l'intérioriser. Et vous savez comme moi que les choses fondamentales qu'on a apprises à l'école, sauf quand on commence à avoir des problèmes vasculaires, c'est imprimé à vie. Voilà, hein. Il y a des savoirs que vous avez acquis pour tout le temps, et donc qui sont parfaitement intériorisés. D'où d'ailleurs parfois la difficulté à les remettre en question. Hein. C'est l'envers de la médaille, parce qu'ils sont tellement devenus intrasubjectifs que l'idée qu'on puisse les remettre en cause de manière intersubjective peut nous déranger. Et tout le mouvement de la science, voilà, je parlais tout à l'heure du fait de publier, c'est extrêmement dérangeant d'être critiqué par des gens dont vous souhaiteriez qu'ils adoptent a priori vos positions. Mais heureusement, ça nous met à l'abri des raouts, peut-être pas des railloux, lorsqu'ils disent des choses tout à fait plaisantines sur les virus et un certain nombre d'autres choses. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Alors bon, pour Piaget, je suis un peu schématique là, mais bon, une autre fois. J'allume, pardon. Vous avez, à un moment dans la présentation, vous opposez autonomie fonctionnelle et autonomie intellectuelle. Donc l'autonomie fonctionnelle étant plus courante chez nos élèves, donc comme capacité d'agir face à certaines attentes sociales, et l'autonomie intellectuelle étant celle qu'on aimerait développer. Est-ce que vous avez pu observer sur vos terrains des exercices qui fonctionnaient vachement bien justement pour faire développer cette autonomie intellectuelle à partir d'une autonomie fonctionnelle? Oui, ça on aimerait évidemment. Hein, alors, quand vous dites que je les oppose, je les distingue. Ce n'est pas tout à fait pareil, hein, parce que évidemment, l'autonomie fonctionnelle est quand même une composante de l'autonomie intellectuelle. Quelqu'un qui n'aurait pas de perception, qui se déplacerait pas dans le monde, aurait du mal à être autonome intellectuellement. C'est pas exclu, mais enfin bon, il y a quand même des problèmes de rattrapage par la suite. Moi, j'ai vu, j'ai participé à Grigny justement à un an de devoir, enfin non, pas tous les jours, hein, de devoir fait. Vous savez, devoir fait, c'est cette structure qui est devenue obligatoire depuis l'an dernier, je crois, ou au début de cette année, en 6e, hein, pour tous les élèves de collège. Ce moment dans lequel les élèves peuvent être aidés par des adultes pour faire leur fameux devoir. Moi, je dis, il faut proscrire l'idée de devoir. Il faut parler d'exercice,
parce que les devoirs, c'est comme les fautes d'orthographe, c'est une notion morale, dont les élèves, ça peut créer un gros malentendu, pensent qu'une fois qu'ils ont remis le truc, c'est fini, ils se sont acquittés du devoir et ils sont loyaux par rapport à l'institution, leurs parents, etc. Ce qu'on veut, c'est pas qu'ils s'acquittent d'un devoir, c'est qu'ils se développent par exercice. Mais il y a des choses qui sont difficiles à déraciner et qui en disent long sur notre imaginaire éducatif, de la même manière qu'école maternelle, enfin, des tas de termes qui ne devraient plus exister et être remplacés par des termes qui correspondent davantage à la réalité. Je ferme ma parenthèse protestataire. Dans ces devoirs faits, il n'y a pas des miracles, mais on a vu et entendu en entretien, alors après, on ne va pas dans les classes pour voir, mais déjà une fille, notamment, qui nous disent « Oh là là, devoir fait, j'ai eu peur au début, parce que quand j'ai compris que ça ne serait pas avec mon prof ou ma prof, j'ai eu peur. » Et puis finalement, on n'est que 4 ou 5, on se rend compte qu'on peut parler, que la personne ne nous met pas des sales notes, et j'ai pris l'habitude de poser des questions, et maintenant je pose des questions en classe. Je crois que là, il me semble qu'on est sur des leviers possibles d'action qui ne peuvent intervenir que quand les élèves sont en train d'agir. Le problème que j'essayais de signaler tout à l'heure et sur lequel Philippe Savoie a attiré mon attention, c'est la scission en général très importante entre les moments où les élèves prennent le cours et les moments où ils s'exercent. Parce que prendre un cours de la meilleure manière possible et imaginable, déjà c'est quelque chose qui doit pouvoir se travailler, ça ne garantit pas que vous allez savoir faire l'exercice. Hein, vous allez avoir besoin d'aide à ce moment-là. En 1956, quand on a proscrit les devoirs écrits, on a néanmoins autorisé l'apprentissage des leçons. Je pense, pour avoir vu des élèves travailler et apprendre, qu'il est aussi difficile pour eux de savoir apprendre une leçon que de savoir faire un exercice écrit. Et que quand vous allez dans des milieux différents, vous voyez comment les enfants apprennent les leçons de manière très différente. Les parents de milieux populaires sont beaucoup dans le contrôle. Ils sont, comme le disent d'autres sociologues millétains, ils disent les enfants, il faut être derrière eux, sinon ils vont faire des conneries. Et être derrière eux, le moyen qu'ils ont de pouvoir contrôler, pour eux, c'est le par cœur. Et quand l'enfant va réciter et avoir un mot de travers, les parents vont lui dire « tu l'as pas appris, retourne et reviens dans un jeu incessant, la soupe est froide, le papa fait une colère, etc. » Voilà, tous les drames qui arrivent les soirs de devoirs, où tout le monde en a un peu assez, peuvent survenir justement de ce malentendu. Peut-être que l'enseignant, le fait que ce soit un mot plutôt qu'un autre, c'est pas son problème. Ils veulent qu'on ait compris l'esprit, voilà. Et ça, je ne vois pas comment on peut le rectifier autrement qu'en situation. Je pense que si vous faites travailler les élèves, et c'est sans doute le cas au micro-lycée, vous voyez bien qu'on voit comment ils travaillent. Madame Marianne, elle connaît son Léo par cœur. Hein. Elle sait les faux fuyants qu'il va trouver, la manière de le rappeler, etc. etc., etc. Moi, j'aurais une question concernant la fin de votre conclusion, qui m'a beaucoup intriguée, concernant l'autonomie des élèves et l'autonomie des enseignants. Ouais. Enfin, la façon dont vous avez formulé la question donnait envie d'un développement. Oui. C'est tant pis pour moi. Parce que ça, c'est évidemment pas... c'est pas fondé sur des recherches. Sinon, qu'on voit que pour s'autoriser à faire quelque chose, il faut que les enseignants puissent agir en collectif. Je pense, j'ai rencontré... Je suis très fier, une fois, de ce que la ministre de l'Éducation de la République de Genève a envoyé une lettre aux enseignants de Genève, après un de mes passages, où je parlais des devoirs à la maison, et où elle leur a dit, je vous rappelle que les devoirs, qu'on donne des devoirs à la maison dans la République de Genève. Ce qui veut dire que, alors voilà, il y a des enseignants qui étaient venus parce qu'ils avaient décidé collectivement de ne plus donner de devoirs, mais de faire des exercices sur place. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'avaient fait venir, parce que ils avaient empiriquement, je crois, et collectivement, eu cette idée d'organiser un autre type de travail des élèves. Mais pour arriver à le faire et à résister, il fallait qu'il soit, que ce soit au niveau de l'école, et donc qu'il y ait une autonomie d'organisation.
C'est ça que je veux dire, c'est que il faut pouvoir à un moment donné interpréter les règles. Le code de l'éducation le permet souvent. Je pense que les enseignants sont parfois frileux parce que le coût est élevé pour faire différemment de ce qu'on fait d'habitude. Encore une fois, c'est pas aux gens de micro-lycée que je vais apprendre ça, puisque c'est ce que vous faites à peu près tous les jours. Et c'est là que gît l'autonomie. Je pense que nous sommes vous savez, quand les IUFM ont été créés, au début des années 90, ils faisaient suite à un rapport qui visait la professionnalisation des enseignants. La professionnalisation, ça veut dire que on sortait d'une profession administrée pour devenir une profession comme les autres professions, les avocats, les journalistes, des gens qui se dirigent eux-mêmes. Et d'ailleurs, comme ils se dirigent eux-mêmes, ils ont des déontologies. Nous, les enseignants, n'avons pas de déontologie. J'ai un collègue, Éric Préra, qui dit on verra un jour si les enseignants sont professionnalisés le jour où ils auront une déontologie. Il disait par exemple, l'article 1, ça pourrait être de dire tous les élèves peuvent apprendre. Ça paraît banal, mais il n'est pas certain que tous les enseignants soient convaincus de ça. Je dis les choses de manière un peu brutale. Voilà, cette idée de la professionnalisation, c'est l'idée d'une profession qui est relativement autonome. Alors, les enseignants ne pourront jamais être des professionnels purs, parce qu'ils sont des fonctionnaires, parce qu'ils ne font pas les programmes, parce qu'ils font passer des examens d'État, etc. Néanmoins, dans l'organisation de leur métier, de leur travail, il y a des marges d'autonomie dont je ne suis pas sûr qu'ils s'en saisissent, parce qu'il faudrait qu'ils se constituent en collectif, et qu'il ne vous aura pas échappé que la formation des enseignants est une formation extrêmement individuelle, dans laquelle vous êtes évalué par un jury de pairs sur des connaissances académiques pour avoir un diplôme pour la vie. Je ne crois pas caricaturer en disant ça. Beaucoup d'enseignants ne s'en tiennent pas là, mais de mon point de vue, les modalités pédagogiques à mettre en œuvre aujourd'hui ne peuvent plus être celles qui ont été les miennes quand j'ai été formé, et surtout pas formé, c'est-à-dire avant la massification du second degré. Voilà. Donc il y a une nécessité, de mon point de vue, de mieux organiser la profession pour prendre des initiatives, interpréter les curriculums locaux. Beaucoup, et je l'ai fait moi-même, et j'en suis pas fier aujourd'hui rétrospectivement, mais on peut pas être dans la cancel culture tout le temps. J'ai fait remplir des fiches à mes élèves en début d'année. Leur demander ce que faisaient leurs parents, etc. Souvent, je me suis rendu compte qu'ils répondaient n'importe quoi. Ils avaient bien raison, parce d'une certaine manière, ça me regardait pas, ou c'était pas ce jour-là, ou je ne sais quoi. Il existe aujourd'hui dans les établissements des données extrêmement fiables qui concernent les PCS des parents, qui peuvent vous donner des éléments d'analyse du bassin de formation dans lequel vous êtes, etc. Vous regardez dans les faits, à part les chefs d'établissement et les équipes de direction, personne ne s'en sert. Je trouve ça dommage, parce qu'il y a là des éléments de connaissance des milieux dans lesquels on se retrouve qui pourraient être le point d'appui de vrais projets d'établissement, qui souvent sont faits par les directions, et pas en collaboration réelle avec les enseignants, lesquels ne demandent pas forcément d'y être associés, et que je trouve que cette autonomie-là professionnelle, de mon point de vue, elle est faible. Si on regarde qu'on compare avec d'autres pays, pays asiatiques par exemple, où on travaille en lesson study, vous savez, les enseignants d'une discipline décident par exemple que collectivement, ils fabriquent une leçon de maths. Voilà. Et cette leçon de maths, elle va être faite par l'un d'entre eux à une classe. Parfois, il y a des vitres sans teint, avec l'accord des élèves, etc. On regarde, on enregistre, on critique, on refait la leçon collectivement en essayant d'éliminer, d'anticiper les obstacles, etc. Je ne vois pas... Pour moi, là, on est dans une autonomie professionnelle. On constitue des batteries d'exercices qui sont partagés par tout le monde et qui correspondent à tel niveau d'élève, à tel moment de l'année, etc. Je trouve qu'il y a là des pistes d'autonomie professionnelle qui ne vont pas avec notre culture très individualiste, qui sont, vous le savez, et je l'ai pratiqué moi-même, que la porte fermée, je suis dans ma classe. On n'a pas trop l'habitude d'avoir des collègues qui défilent et qui viennent et d'aller chez eux. Enfin, je dis des banalités, mais pour moi, ça fait partie de ces conditions d'autonomie dont il est intéressant de savoir qu'elle est organisée ailleurs, dans d'autres endroits, qui d'ailleurs réussissent plutôt mieux aux évaluations internationales, qui ne sont pas le seul standard, je vous l'accorde volontiers, mais qui néanmoins permettent de voir vers où va un système éducatif, et le nôtre est plutôt en train de s'abîmer, à la fois en termes de résultats bruts, je dirais aussi en termes d'écarts sociaux creusés entre les élèves, ce qui est aujourd'hui dans le domaine public. Je ne sais pas si je vous réponds.
Oui. Oui, bonjour. Deux petites questions. La première, elle concerne les différences qu'il peut y avoir au sein des milieux populaires sur le malentendu entre, entre l'autonomie qu'on demande et l'autonomie telle qu'ils la comprennent. Est-ce qu'il y a des vraies différences entre filles et garçons, selon la taille de la fratrie? Est-ce que si on est le premier ou le petit dernier, est-ce que ça change radicalement les choses? Première question. Et une deuxième sur laquelle vous n'avez peut-être pas de réponse, parce qu'il est encore un peu trop tôt, mais ce qui a l'air de créer... les outils de génération de texte ont l'air de créer un écart encore plus grand entre l'autonomie fonctionnelle, où on peut être tout seul à faire un devoir sans rature et à rédiger beaucoup en recopiant, et l'autonomie intellectuelle qu'on attend. Est-ce que c'est un sujet de réflexion actuel dans les équipes de chercheurs qui vous entourent et de chercheuses? Merci. Sur la première question, les éléments de cette petite enquête de Grigny ne permettent pas d'y répondre. Néanmoins, nous avons des éléments d'autres enquêtes. On fait souvent la différence entre milieu populaire et milieu populaire précarisé. Dans le milieu populaire précarisé, c'est-à-dire dans lesquels il n'y a aucune stabilité d'emploi des parents, etc., il semble bien évident que les conditions de la débrouillardise sont plus à l'œuvre que quand la maman, même si elle a un travail d'employé ou d'ouvrier peu qualifié, d'un point de vue économique, elle appartient aux catégories populaires, mais elle est là, elle assure, elle fait en sorte que le travail soit fait, ce qui est pas... Donc là, je pense que c'est comme pour toutes les catégories sociales. Si vous regardez les catégories de cadres, il y a les catégories de cadres techniciens, etc., et les catégories de cadres intellectuels. C'est pas la même chose. Souvent, les catégories de cadres techniciens ont les moyens de payer des gens qui font travailler leurs enfants. Les enseignants qui n'ont pas beaucoup de fric, ça vous aura pas échappé, le font eux-mêmes pour leurs propres enfants, voire de la famille. Donc voilà, il y a ça. Mais je crois aussi, et ça on le sait par ailleurs, que les modes de socialisation qu'on appelle modes de socialisation primaires, c'est-à-dire dans la famille, sont aussi différents pour les filles et les garçons. Mode de socialisation primaire, ça se distingue de mode de socialisation secondaire, c'est-à-dire la socialisation qu'on va avoir dans les autres univers. Une caractéristique des milieux d'enseignants, c'est qu'il y a très peu de différence entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire de l'école. Il y a une espèce de passage qui est à peu près naturel. Dans certaines familles, le hiatus est extrêmement important, avec des valeurs qui ne sont pas les mêmes. Si vous êtes dans la survie au jour le jour, vous n'êtes pas du tout dans l'éthique intellectuelle de l'école qui est « mais non, ne travaille pas pour la note, tu apprends de tes erreurs, c'est dans quelques mois ou dans quelques années que tu toucheras les bénéfices de ce que tu es en train de faire ». C'est inaudible pour beaucoup d'élèves qui vivent au jour le jour. Voilà. Et ça, ce sont des effets, je pense, puissants de socialisation. Ils ne sont pas de mauvaise volonté, mais ils n'imaginent même pas ce qu'ils seront dans 3 ans. Ils pensent que l'important pour eux, c'est d'avoir la moyenne et ça va passer, et puis on verra bien l'année prochaine. Alors que d'autres sont dans des stratégies beaucoup plus calculées, anticipatrices de « je commence à préparer Parcoursup, je commence à faire des options de telle nature parce qu'elles vont m'apporter, etc. » Quand on a fait cette enquête chez les enseignants avec Séverine Cacpo, nous trouvions des parents enseignants qui disaient « ben voilà, nous on visite tant de musées par an, et puis depuis que les programmes ont changé, on a changé de musée. » Ce qui paraît tout à fait logique, plausible, y compris défendable. On veut le mieux pour ses enfants. Mais on voyait bien comment le curriculum de l'école imprimait le curriculum de la maison. Les jeunes filles sont en général élevées dans des valeurs qui sont davantage des valeurs de coopération, de patience, qui sont très prisées à l'école. C'est d'ailleurs pour ça, de mon point de vue, qu'elles réussissent mieux jusqu'à la fin du secondaire que la plupart des garçons. Ce qui est très intéressant, en tout cas d'un point de vue objectif, je dirais, c'est que quand on passe dans le supérieur, il y a un changement d'attente du niveau des registres, et que notamment le registre identitaire va exiger des gens qui prennent des risques, des gens qui soient y compris un peu détonnants, et qui sont plutôt les garçons. Alors je ne parle pas de ceux qui ont déjà été évacués vers le lycée professionnel, mais de ceux qui ont survécu dans le système. Un seul exemple, aujourd'hui, la majorité de diplômés de médecine sont des filles. Voilà. La majorité des gens qui sont radiologues, cardiologues, chirurgiens, etc., sont des hommes. Ce qui veut dire que
ces phénomènes de socialisation se retrouvent, parce que il faut avoir, voilà, c'est ce qu'on appelle la résignation acquise, l'idée que non, c'est trop pour moi, ou si j'occupe tel poste, je ne pourrais pas m'occuper de mes enfants, enfin, toutes les raisons possibles et imaginables de calcul de probabilité sont là et s'enracinent assez profondément dans des socialisations primaires qui font que les filles ont été plus collaboratives, ont fait le lit du grand frère ou du petit frère, etc. Dans les manières apprises de faire qui font qu'elles se comportent comme femmes, comme elles se comportaient comme elles étaient petites filles. Donc ça, c'est des choses qu'on sait par ailleurs. C'est pour ça que les enseignants aiment bien les filles, parce qu'elles sont collaboratives. Très bien. Vous m'entendez là? Non, ça marche pas. Bon, je vais parler, bon, on arrive sur le terme de cette conférence. Je tenais à remercier encore une fois. C'est revenu. Voilà, je tenais encore à vous remercier pour votre intervention. Qui nous a fait, je pense, à tous beaucoup de bien. Ça va nous permettre encore d'approfondir et de réfléchir sur nos pratiques. Comme on a vu tout vous le dire dans les établissements, vous voyez que on a un établissement avec estampillé innovant expérimental. Tous les vendredis, comme c'est le cas aujourd'hui, on a la chance de pouvoir nous retrouver et que les collègues puissent se retrouver tous les vendredis pour échanger justement sur cette question de professionnalité, de comment se former, de comment former un collectif, de travailler aussi, de pouvoir leur donner cette possibilité de pouvoir d'agir. Et c'est une vraie force qui nous fait vivre dans cet établissement. Donc je pense que vous avez pu en prendre acte auprès des collègues que vous connaissez déjà. Et c'est vrai, c'est une vraie force. Donc pour tout ça, pour votre présence, en tout cas, on tenait à vous remercier. Et ça sera encore avec plaisir, parce que c'est vrai qu'une heure et un quart, ça passe très très vite. Prendre le temps sur un temps plus long, plutôt qu'une conférence, et voir un vrai travail avec votre accompagnement. En tout cas, ça sera un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous, merci à tous. Merci.